Pour notre retour de Connaissez-vous, mon invité aujourd'hui est Éric Sirois. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver après les vacances d'été. J'espère que vous en avez passé des belles. Moi, oui, j'en ai passé des belles. Entre autres, je suis allé me ressourcer un petit peu à Boston. Et ensuite, à mon retour de Boston, j'ai commencé à déjà planifier les entrevues de l'automne. Je vous avais dit avant l'été qu'il y avait déjà plusieurs personnes qui m'avaient dit oui. La personne que je reçois aujourd'hui m'avait dit oui, effectivement, avant l'automne. On essayait seulement de se trouver un temps pour se rencontrer. C'est chose faite. Vendredi 1er septembre, mon invité est Éric Sirois. Tout d'abord, bonjour Éric. Bonjour Martin. J'espère que ça va bien, parce que moi, ça va bien. Oui, merci. Et puis, je suis sûr et certain que ça va être une très belle entrevue, parce que je sais que tu as des choses à nous raconter. Tout d'abord, la question que normalement je pose, c'est d'où viens-tu? Mais comme je le disais avant qu'on commence, je vais pas faire comme si je le savais pas, parce que je le sais. Tu viens de l'Abitibi, quasiment du même endroit que moi. Oui, exactement. Donc, tu veux expliquer un peu, c'est en Abitibi-Ouest? Le nord-ouest de l'Abitibi. Nord-ouest de l'Abitibi. Je viens de Macamic, petite ville au nord de Rouyn-Noranda, près de la Sarre. C'est ça. Et moi, je viens de la Sarre. Ouais. Alors, on n'était pas super loin, même si on se connaissait pas. Exact. Parce que, bon, autre détail, c'est que toi, tu es né en 68. 68. Et moi en 75. Ça qu'on a quand même une petite différence d'âge. Ouais. Mais forcément, moi, ça vient quand même me chercher parce que, bon, on est de la même région. On a fréquenté un bout de temps la même polyvalente aussi. Mais pas en même temps, mais la même polyvalente tout de même. Oui. Et toi, Éric, tu n'es pas né non-voyant. Non. Moi, j'ai perdu la vue, j'avais 17 ans. OK. Puis tu vas nous expliquer plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Donc, toi, t'es né en Abitibi, t'as vécu toute ton enfance en Abitibi, c'est ça? Oui. Et puis toi, tu viens quand même d'une famille de... on est quatre gars. 4 gars, comme nous. OK. Moi, je suis le deuxième de la famille. OK. Moi, je suis le premier. OK. Donc, t'as un frère plus vieux, forcément 2 frères plus jeunes. Oui, c'est ça. Et comment c'était qu'est-ce que tu te souviens de ton enfance abitibienne? Est-ce que... Ce que je me souviens, j'ai eu une enfance normale. Ça veut rien dire, mais bon, c'est à peu près ça. Tu sais, une famille, là, où tout va bien, là, qu'il n'y a pas de problème nécessairement apparent. J'ai toujours eu une gang d'amis. Je fais du sport. T'as fait beaucoup de sport? Oui, mais surtout du sport individuel. OK. Ouais, je fais beaucoup de ski, course à pied, un petit peu de cyclisme. C'était pas mal ça. Et quand tu as commencé l'école, quel genre d'enfant tu étais, toi, à l'école? Est-ce que tu étais un enfant qui aimait apprendre? Est-ce que tu étais un enfant un peu turbulent? Est-ce que tu as des souvenirs un peu de l'école? J'étais pas turbulent, j'étais plutôt gêné. OK. J'étais plus réservé. J'étais pas maladif. J'étais capable de m'exprimer, mais quand même plutôt réservé. Est-ce que tu étais bon à l'école? Est-ce que tu... J'avais de la facilité. Donc, j'ai jamais appris à étudier. Ah! Je m'organisais pour passer. Tu sais. Pour moi, c'était pas important d'aller chercher des scores de 90. 75-80, là, je me maintenais là sans étudier, puis j'étais bien content. Là. OK, c'est qu'avec un minimum d'études, là, puis avoir un 75-80, ça te satisfaisait. Oui. OK. Donc là, toi, t'allais à l'école à Macamic pour le primaire ou si... Oui, le primaire, oui, il y a l'école à Macamic. Puis l'école secondaire de Macamic va jusqu'en secondaire 3. C'est là que je m'en allais, parce que c'est important, parce que moi, je sais ce qui s'en vient, et puis je veux que les gens comprennent comment ça fonctionne.
c'est que vous faites secondaire 1, 2, 3 à Macamic. Et après... Là, il faut aller à la SAR, à la cité étudiante Paulino, Oui. pour faire notre secondaire 4 et 5. OK. Fait que là, c'est le voyage en bas scolaire, matin et soir, puis c'est aussi la plus grosse polyvalente, où ça peut être un peu impressionnant quand Macamic, je sais pas, là, le séjour de Macamic, t'as-tu 200-300 élèves, je sais pas. La Paulino, j'ai pas les chiffres, là. La mais Paulino, de ce que je me souviens, c'était environ 1500. Là, ça fait qu'on s'entend que c'était plus gros. c'était quand même pas mal plus gros que le séjour de Macamic. Mais à mon époque, la Paulino, le secondaire 1 et 2, moi, n'était pas encore là. OK. Il y avait vraiment les secondaires 3, 4, 5 à la Paulino. OK. Ils ont mis le secondaire 1 et 2 par après. Ça, moi, j'ai pas connu ça. OK. Fait qu'on devait être un peu moins que 1500. OK, d'accord. Puis toi, le passage primaire-secondaire, est-ce que pour toi, ça a eu une signification ou pas plus que ça? Est-ce que ça t'a suscité beaucoup d'inquiétude? Non, je pense pas. Ben, je pense comme n'importe quel jeune, on est un peu intimidé parce que tu pars, t'es dans les plus vieux, puis là t'arrives, t'es les plus jeunes, t'as les grands de secondaire 3 qui sont là. Peut-être un peu intimidé, impressionné. Mais en même temps, il y a des responsabilités qui viennent. C'est plus la même chose le secondaire. Fait que ça... intimidant et stimulant. OK. Puis est-ce que t'as comme ton plus vieux frère, il a fait le même cheminement que toi, puis tout ça, est-ce que ça... Oui. Mais on a 4 ans de différence. OK, quand Donc, même. je me souviens pas de lui au primaire, là, j'étais trop jeune, parce qu'on était à la même école. Mais tu sais, le premier cycle, deuxième cycle, là, t'avais la ligne dans le milieu du terrain, là, on pouvait pas aller d'un bord ou de l'autre. Là. Ah, à ce point-là, OK. Oh, oui, Puis quand moi, je suis arrivé en secondaire 1, ben lui, il était déjà à la Sarre à Paulino. Fait que j'ai jamais été à la même école que lui. OK. Et là, quand est venu le temps de faire le transfert d'école, bon, là, il y avait le voyagement en autobus, soir et matin. Est-ce que c'était long? Est-ce que ça prenait beaucoup? Est-ce que c'était comme une grosse ronde de lait? Est-ce que c'était... Non, ça se fait quand même bien. Ben, Macamic Lassard, c'est 15 minutes. Une quinzaine de minutes, Fait que, ouais. mettons qu'en bas du jaune, c'est 20 minutes, là, on va dire. C'était pas si pire. Puis on est une gang de chums, tu sais, finalement, on riait, on avait du fun dans l'autobus, puis on se jasait, là, ça passait quand même vite, là. OK. Autant l'aller que le retour. Là. OK. Mais est-ce que l'arrivée à la Paulino, ça a été... bon, tu disais, bon, c'est sûr, le nombre d'élèves, tout ça. Mais est-ce que le reste, est-ce que c'était quand même... Qu'est-ce que tu te souviens de ce transfert d'école-là? Ben, c'est une adaptation encore, parce que la Paulino est beaucoup plus grosse. C'est pas divisé pareil. Puis... t'es plus inconnu, là. Tu sais, t'arrives, ben, la gang de Macamic, façon de parler, avec les petites villes qui venaient autour, là, tu sais, de Macamic. Tous ceux de la Sarre étaient déjà implantés, les autres étaient là en secondaire 3. Avec toutes les autres villes qui viennent aussi, t'avais bon, t'as tout séparé un peu par gang, par village, en tout cas dans mon temps, là. Puis, c'est beaucoup plus gros. C'est comme si tu refais passer du primaire au secondaire. Ben, dans la Paulino, c'est comme si on refaisait encore. Là, comme un autre commencement là, oui, d'adaptation, puis de se retrouver comme un peu dans les nouveaux. Puis parce que tu disais la gang de Macamic, façon de parler, mais c'est quand même une expression qu'on entendait souvent. Là, je veux dire, il y avait comme un peu une distinction là entre les écoles qui arrivaient là, plus tard, puis... Oui, ben, une distinction, il n'y avait pas de guerre de gang. Non. C'est juste que, naturellement, on va se tenir avec ceux qu'on connaît, avec les visages qu'on connaît. Fait que les autres, ça devient un peu des étrangers, comme nous, on est des étrangers pour eux. Fait que... L'inverse est aussi vrai. Oui, c'est ça. Puis toi, Eric, bon, tu me disais, tu as perdu la vue à 17 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu
qu'est-ce qui s'est passé dans le... Qu'est-ce qui t'a amené vers l'incident qui s'est produit? Au départ, si je me souviens bien de mon secondaire 4, là, c'est une période où ça allait bien. Tu sais, je faisais le transfert, le changement d'école, je m'étais bien adapté, puis ça allait bien, ma première année à l'Apollino. Je me souviens pas où j'ai commencé à filer moins bien. Ce que je sais, c'est que c'est arrivé progressivement, mais selon moi, c'est vraiment durant le secondaire 5. À la base, j'étais quelqu'un qui était quand même plus réservé, j'étais pas nécessairement hyper à l'aise à parler comme en public, Et là, tranquillement, je commençais à moins filer, à plus me renfermer. Sans raison apparente, là. Ouais, j'arrêtais de faire du sport, ça m'intéressait plus. Je m'isolais beaucoup, je sortais presque plus. Là. Mes amis venaient me chercher, non, tentais pas, j'avais comme toujours autre chose à faire qui était rien. Là. Fait que je m'isolais, puis je laissais tomber beaucoup d'activités. Là. C'est sûr que je commençais une dépression. Mais là, on se reporte en 1985, où, en tout cas, la dépression chez les jeunes, ça n'existait pas encore. On en parlait à micro fermé, c'est ça. Ouais, on parlait pas de ça. Il y avait encore moins de services. On n'avait pas les ressources. Là. On n'avait pas de ressources, puis on n'allait pas, comme tu dis, voir l'infirmière pour dire on se sent pas bien Non, mentalement. Si ça saignait pas, t'allais pas voir l'infirmière. C'est ça. Puis quel autre intervenant qu'il y avait, c'était l'animateur de pastoral, je pense. C'est comme, il n'y en avait pas d'autres. Là. Les ressources n'étaient pas là. Puis, mais consciemment, je ne savais pas que je filais pas. Là. Pour moi, j'étais juste peut-être fatigué ou ça me tentait moins. L'adolescence. Aussi. Puis là, quand je disais en autant que je passe, là, c'était vraiment ça. Là. Tu sais, tantôt, je pouvais dire, moi, des 75-80, j'étais à l'aise. Puis, mais là, ça avait baissé, ça aussi. Le standard, là, c'était 60. C'était ça la note de passé. C'était vraiment le de passé, là. Ouais. OK. Là, je perdais tout intérêt, là. Et ça, oui. Fait que tout ça, c'est arrivé tranquillement. Tu sais, on le sent pas venir, là. C'est progressif. Oui. À partir de là, j'ai quand même terminé et réussi mon secondaire. J'étais bien fier. En même temps, durant mon secondaire 5, j'ai fait l'armée de réserve à Rouen. OK. Puis je me suis quand même permis de finir recrue de l'année. Quand même, c'est bon. En dépression. Oui. Donc, j'avais une certaine facilité, je pense, à fonctionner, tout en étant là, vraiment inconfortable, puis j'étais pas bien en dedans de moi, là, c'était évident. Mais j'arrivais à fonctionner. Donc, est-ce que ça te prenait comme comment je pourrais expliquer ça? Est-ce que ça te prenait comme un coup de pied au derrière que tu donnais toi-même puis ça allait, mais pas tant que ça. Non. Je faisais mes activités, j'y allais. J'avais pas de problème. J'avais pas de problème de motivation nécessairement. Mais oui, ça me demandait de l'énergie, par exemple. Mais le fait, comme mettons, je vais dire d'être fonctionnel, c'était dur de détecter que j'allais pas bien. Je parle de mon entourage. Bon, il y en a qui parlent moins, il sort moins, mais... Il acceptait la situation comme ça. Puis... Oui. À la limite, je sais pas ce qu'on pouvait dire, c'est la crise d'adolescence ou... Je sais pas, là. Qu'on vit pas tous de la même façon. Ben non, c'est sûr. Fait que tout ça... Puis tes parents non plus. Non, on peut pas penser que... Il faut peut-être voir qu'il va moins bien, mais pas de la penser qu'il pouvait être en dépression majeure. C'est ça. Ouais. Donc, de ce moment-là, la dernière fin de semaine de juin, je suis seul à la maison. Puis là, c'est après le bal puis tout ça, là. Ouais, le bal, j'ai même pas été. J'avais aucun intérêt à aller là. Ah, t'as pas été au bal? Non, OK. J'avais aucun intérêt à aller là. J'étais limite là, pour avoir une photo dans l'album de finissant. Là. Ah, OK.
Ah non, je voulais pas me voir sur photo, j'étais pas bien, là. Mais est-ce que ouais, mais tu dis, je voulais pas me voir. Est-ce que tu avais un problème de perception de toi-même? Est-ce que tu te considérais, je sais pas moi, pas à la hauteur de... Ben, c'est ça la dépression, c'est que la perception de soi, elle est très négative. à tout niveau? Oui, oui. Donc, c'est ça, là. Quelque part, j'avais pas le choix d'en arriver là, quasiment. Mais c'est ça. Donc là, tu disais, fin juin, t'étais chez toi. Ouais, mais je suis seul pour la fin de semaine. OK. Bon, mes parents sont partis pour la fin de semaine. Mon grand frère ne demeure plus à la maison. Mes petits frères étaient partis à leur camp. Et bon, je suis tombé sur une arme à feu où ça a été vraiment par hasard. C'est pas ça que je cherchais, mais je l'ai trouvé. Puis le fait d'avoir été dans l'armée, ben, j'ai appelé mon meilleur ami. Bon, on était tirés dans un champ. Regarde, l'Abitibi, c'est grand, c'est vaste, puis il y a de la place pour faire des niaiseries. Puis je m'étais dit, l'arme, je la serrais pas parce qu'on va retourner tirer le lendemain. OK. Fait que j'ai pas serré le pistolet. Le soir, on est éveillés avec mes chums. Je sortais pas beaucoup, mais là, c'est-tu parce que l'école était finie ou... On a passé une belle veillée. On a été niaiseux un peu avec l'auto. J'ai eu une belle contravention. Il était quand même le milieu de la nuit. Je suis rentré chez moi. À ce moment-là de ma vie, j'avais jamais pensé au suicide. Je dirais la pensée suicidaire la plus concrète que j'ai eue, ça serait-tu le fun de pas se réveiller le lendemain matin? OK. Donc, on se couche, on se réveille pas. C'était ma pensée suicidaire la plus concrète. Toute l'époque, je dirais de mon secondaire 5, là, j'y pensais des fois en me couchant le soir, serait-tu le fun de pas se réveiller? Mais ça n'a jamais été, j'ai jamais pensé à un plan ou à passer à l'acte, ça s'est jamais fait. OK. Mais le fameux soir où je suis rentré, là, j'étais débiné, le ticket, j'ai mis ça sur la table, puis le gun, il était à côté. Je suis tombé en état de crise, en état de panique. Je me contrôlais plus. Fait que moi, une tentative de suicide, j'y ai pas pensé, je l'ai fait. Bang. Tout simplement. Ben, je me souviens de cette période-là est vague un peu, là, c'est vraiment des flashs. Je sais que j'ai écrit une lettre. Je sais d'avoir fait certains gestes, puis ça, je trouve ça un petit peu capotant, là. J'ai fait ça au sol, puis j'ai pris la peine d'étendre des sacs de poubelle partout pour pas salir. Je voulais pas déplaire. Fait que ça... tu sais ce que j'appelle la maladie d'Yvon, là, qu'est-ce qu'ils vont dire, ça va loin, là. Ouais. Je voulais pas déplaire. Fait que ça allait jusque-là, là. Fait que tu sais, oui, c'est une dépression majeure, c'est un trouble de santé mentale, c'était jusque-là, là. Puis à partir de là, moi, bon, je me souviens plus de rien, je suis tombé d'un semi-coma, puis tout le médical a suivi, là. Mais là, je vais quand même me permettre une question dans l'éventualité, ou pas dans l'éventualité, mais étant donné que t'es pas mort puisque tu nous parles, mais là, forcément, quelqu'un t'a trouvé, bon, t'as été conduit à l'hôpital, le coma, tout ça. Ça a été long, il y a eu de l'incertitude, il y a eu une période où on savait pas trop. Ben, tout ça fait que... À un moment donné, on peut se demander qui tient les ficelles, là. Parce que c'est... En tout cas, moi, je vais pas y répondre, je les aurai jamais. Je me souviens de la dernière phrase que j'ai dit, c'est « Grand-père, je m'en vais te rejoindre ». Ça faisait quand même 6 ans qu'il était mort. Mon grand-père vivait avec nous. Ça m'avait très affecté son décès. Je l'avais jamais accepté. Puis, c'est la dernière phrase que j'ai dit. Puis j'aimerais préciser, avant d'aller plus loin, que je me rappelle aussi le sentiment que j'avais. Et je voulais pas mourir. Je voulais vraiment arrêter de souffrir.
Puis je me souviens que j'étais en état de crise. Puis l'autre sentiment qui était très dur, c'est de penser que toutes les personnes que j'aimais, je les reverrais plus. Ça, t'as quand même pensé à tout ça, là. C'était tout là, ça, en même temps. Là. OK. Ça m'a pris certaines années à tout... À tout remettre ça oui, comme faut en perspective, là. Oui. OK. Donc là, bon, je passe à l'acte. Il est peut-être 4-5 heures du matin, là. C'est vague, là, je ne sais pas. Mais je sais que le lendemain matin, mon meilleur ami, bon, avec qui j'ai été tiré la veille, puis j'ai été veillé avec lui, il m'appelle. Ça répond pas. Lui, paresseux, je vais aller le réveiller. Il s'habille, il s'en vient chez nous, il sonne. Coudonc, la porte est pas barrée. Il rentre, il descend, puis de la main que c'est fait au sol, il passe tout droit pour entrer direct dans ma chambre. Je suis pas là. Il sort de ma chambre. Bon, je me souviens pas s'il m'a entendu ou en tout cas, il m'a vu, c'est sûr. Il a pas pensé, il a pas réfléchi. Il est sorti de la maison à la course. Il est au dépanneur pour appeler l'ambulance. Le dépanneur était juste l'autre bord de la rue. Puis là, ben, il attendait l'ambulance en face de chez moi. Mais à ce moment-là, il y avait une journaliste qui était au dépanneur. Ben, elle a bien entendu l'appel. Puis elle, ben, elle connaissait mon oncle. Elle a pu l'appeler pour dire, bon, ben, Éric Sirois va être à l'hôpital, non. Regarde, lui, il s'est rendu là. Rendu à l'hôpital, bon, on s'entend, l'hôpital de la Sarre, ils sont pas équipés pour faire une opération au cerveau et l'avion qui transporte les blessés au Québec est à la Sarre. Fait qu'ils ont appelé pour dire, ben, on a un autre patient, partez pas tout de suite. Quand même une chance. Oui. J'aurais dit, dans l'ambulance ou rendu à l'hôpital, là, je peux pas savoir quand, que mes parents arrivaient aujourd'hui de Montréal. Puis qu'ils étaient avec tel véhicule. Parce que mes parents, eux autres, ils l'ont pris à mi-chemin. Là. Ils se sont fait arrêter par la police, puis il y a eu un accident avec votre garçon, puis ils ont viré de bord. Fait que toutes les, tu sais, mon ami qui vient, l'avion qui est déjà là, tout était parfait, la façon de parler. Ben, en tout cas, parfait, au moins pour que... Oui, mais c'est, bon, je me suis tiré sur la tempe gauche. Je suis droitier en passant. Pourquoi de la gauche, je ne sais pas. Puis la balle a été entre le front et le cerveau. Elle est restée dans les membranes, là, les méninges là, autour du cerveau. Fait que mon cerveau n'a pas été atteint. C'est sûr que les nerfs optiques ont été sectionnés. Mais il n'y a eu aucune lésion au cerveau. On parle de millimètres, là. C'est ça, là. C'est comme... C'est ça. J'ai été environ une semaine, 10 jours peut-être dans le coma. Ben, c'est un coma artificiel. Selon moi, j'étais maintenu dans un coma le temps là, que je me rétablisse. Puis, le plus loin je peux reculer, là, il y avait Mickey Mouse puis des éléphants roses là, dans ma chambre. Ça allait très bien. Je sais que j'hallucinais des choses, puis tranquillement, ben, je reprenais conscience. C'est comme si je savais un peu ce qui m'arrivait sans nécessairement le comprendre. Je me souvenais pas de la tentative de suicide. Je doutais que c'était un accident. Il y avait rien de clair dans ma tête. Là. OK, c'est comme si tu savais plus Non, ce qui s'était passé et qui t'avait amené là. Puis mes souvenirs se reconstruisaient tranquillement. Les choses se mettaient en place. Mais tu as la notion de l'accepter. Qu'est-ce qui était arrivé? Un accident. Quel genre d'accident? Un accident. Accident d'auto? Oui, c'est ça. Je voulais pas, là. Ça a été plus long, là. Être capable de le dire, de l'accepter, ça a été plus long. Fait que mon séjour a été de 1 mois et demi. J'ai été seulement 1 mois et demi à l'hôpital. C'était quand même rapide. Non? Éric, moi, la question que je me pose, puis je sais qu'elle va être plate, mais après, on va changer un petit peu le cours de l'entrevue parce que, tu sais, on s'en veut quand même une série positive.
quand tu t'es rendu compte que dans le fond, tu ne voyais plus, ça a été comment? J'ai pas retombé en dépression, ça c'est déjà ça. Mais vraiment le réaliser, là, j'ai tout arrêté ce que je faisais. Je suis parti en Abitibi, chez mes parents. Puis j'avais juste besoin de me retrouver avec moi, puis d'assimiler tout ça. Puis là, je te parle, quand je dis d'arrêter ce que je faisais, c'est que quand je suis sorti de l'hôpital, on était rendu environ à la mi-août. J'ai été 2 semaines en Abitibi chez mes parents. Puis en septembre, je commençais ma réhabilitation à Montréal. Je ne sais pas pourquoi, mais la travailleuse sociale m'avait inscrit au MAB. Moi, le INLB, je connaissais pas ça, là. Bon, quand t'es pas dans le milieu. Puis elle m'a inscrit au MAB. Entre autres, je pense que c'est parce qu'il y avait une résidence où je pouvais être surveillé, parce que je venais quand même de faire une tentative de suicide. Fait que de septembre à juillet l'année prochaine, l'année d'après, j'étais au MAB. Le 1er juillet 86, je déménageais en appartement avec ma cousine. Puis à l'automne... Mais excuse, voyons. Hey, c'est que j'ai le shake, là. Je m'excuse, je vais vous le dire, parce que moi, quand j'étais en Abitibi, je m'en souviens. Je te l'ai dit avant de commencer. Oui. Puis je veux l'expliquer aux gens parce que j'ai le shake, là, en ce moment. Parce que je m'en souviens. Quand ça t'est arrivé, ça s'était parlé. Ben, puis, c'est des petites villes, tout ça, oui. C'est sûr. Puis mes parents, ayant un enfant qui était non-voyant, moi, mais je pense que ça a dû aussi aller les chercher. Mais je m'en souviens. Ça vient vraiment me chercher. Je suis vraiment très émotif. Mais là, tu t'as dit toi-même dépression. Mais là, après, bon, tu as commencé la réhabilitation en fonction de ta perte de vision. Mais est-ce que, pour toi, la dépression, bon, je suis conscient que probablement qu'à cette époque-là, tu n'étais pas toi-même conscient que c'était une dépression. On va poser la question peut-être un peu plus directement. Est-ce que le psychologique, tu sentais que c'était revenu, que ça remontait? C'était quoi? C'est bizarre un peu parce que l'année, le 10 mois de ma réhabilitation, j'étais médicamenté, mais j'avais des médicaments pour prévenir les crises d'épilepsie, parce que bon, j'ai eu un traumatisme crânien, je pouvais en faire, mais en même temps, c'était aussi un antidépresseur. Donc, j'étais médicamenté, mais je réalisais quand même ce que j'avais fait. Puis moi, je changeais ma mentalité dans ma tête. J'étais suivi par une travailleuse sociale, mais je m'en souviens vaguement de qu'on se pouvait se dire, parce que on jasait pas tant que ça de la dépression ou... Mais moi, je changeais. Moi, je disais, oui, j'ai fait une tentative de suicide. Hein, comment ça? Je le sais pas, je suis pas rendu là. Je sais que je l'ai faite. Fait que je commençais à m'exprimer. Puis c'est comme si j'avais un genre de sentiment qui montait en moi où c'est comme, j'ai fermé ma gueule pendant 17 ans, mais là, je vais commencer à parler. Fait que c'est comme si je faisais un peu une autothérapie, là, ou, je sais pas si je peux appeler ça de même, mais ça commençait comme ça. À vouloir, là, Oui, puis en même temps, je trouvais que je me débrouillais quand même bien. C'était rapide où je pouvais me déplacer dans Montréal avec ma canne. J'avais de la facilité. Je n'avais déjà comme à m'orienter. Avant, je fonctionnais dans le bois avec une boussole, là. Fait que, compter mes coins de rue, apprendre les stations de métro par cœur, parce qu'ils ne nommaient pas à l'époque, ça allait. Je me débrouillais. J'avoue que le braille, ça, je me faisais chier. Puis encore aujourd'hui, je l'utilise très peu. Mais pour ce qui est du reste, je me débrouillais très bien. Donc, ça me motivait aussi. Fait que tout ça, j'étais comme sur une nouvelle lancée. Là. C'était comme un nouveau départ pour moi en même temps. Ça n'a pas eu nécessairement l'effet là catastrophique là
que certaines personnes, admettons, perdent la vue puis qui se retrouvent complètement démunies. Puis toi, ça t'a comme donné un peu la chance de repartir un peu à zéro. Puis Ben, c'est comme si ça avait été un tremplin où j'ai dit, je repars. J'avais déjà des acquis. Bon, j'avais mon secondaire 5, j'avais quand même des bases. Fait que, go, je continue. Fait que j'ai fait ma réhabilitation, puis l'automne d'après, en 86, je commençais le cégep. puis là, tu disais que tu avais déménagé avec... Parce que je t'ai interrompu tantôt, Oui. là, puis je l'ai pas... Ben là, on est le 1er juillet 86. OK. Fait que ça fait un an que j'ai perdu la vue. Puis là, je suis en appartement avec ma cousine. Puis au mois de septembre, je commence le cégep. Puis là, la question que j'aurais posée à n'importe quel invité qui aurait eu, qui aurait, admettons, qui serait né sans handicap, je t'aurais dit, bon, le cégep, comment c'était? Est-ce que, en 86, déjà, faut reculer, est-ce que tu as eu des services? Est-ce que... Oui, oui. Ben, il y avait déjà des aides au cégep pour nous aider un peu, bon, tu sais, à se déplacer un peu dans le cégep. Mais en gros, on se débrouillait quand même un peu par soi-même. Sauf que moi, autour de la mi-session, il y a bien des corridors. Cégep du Vieux-Montréal, Ah, c'est au Vieux-Montréal que t'es allé. il est compliqué un peu, là. Des corridors, puis je me souviens même, là, si on montait je pense que c'était le 9 ou 10e étage, c'était juste des paravents qui séparaient les locaux. T'entendais les cours, mais là, j'entendais mon cours l'autre bord du paravent, mais je trouvais pas la maudite porte. Je me demande si, à un moment donné, je pense que j'ai tassé le paravent j'ai dit, excusez, là, est où la porte? Tu sais, ça avait pas de sens, là, c'était... Oui, parce que c'est un cégep qui est fait très en hauteur aussi. Hein. Oui, fait que c'est... Mais le fait des fois d'arriver en retard à mes cours, ou étant pas comme très fonctionnel en braille, j'enregistrais mes cours, mais réécouter 3 heures Faut tout réécouter. avec le gros magnéto. Oui. Mais t'entends les pieds. Puis toutes ces affaires-là aussi que t'enregistres, là, ah non, là, je peux pas faire ça. C'est là que j'ai réalisé que j'étais aveugle. Que j'étais pas au même niveau que les autres dans la classe. Puis là, t'étudiais en quoi, là, à ce moment-là? Sciences humaines. OK. C'était, je savais pas en quoi aller, c'était sciences humaines, c'était comme, j'ai dit, je vais commencer en douceur. Mais je me sentais pas vraiment à niveau avec les autres élèves. Moi, là, je me sentais, ah non, là, j'étais en retard, puis d'aplomb, là. C'est là que j'ai réalisé que j'étais aveugle. Ça a pris, là, plus qu'un an, là. Puis, mais est-ce que tu t'as réussi? T'as fini ton cégep? Ben là, oui et non, dans le sens où j'ai changé de cégep, parce que l'année d'après, j'ai déménagé. Puis là, ben, il y a le fameux versabraille là, qu'on avait. Mais là, moi, j'étais passionné par les machines, la technologie. Et là, est arrivé, on pouvait avoir accès à un ordinateur. Puis je me souviens encore de mon premier portable, c'était un Toshiba avec un Navigator. Il n'y avait pas de disque dur dedans, là. On fonctionnait avec DOS. Ben pour moi, c'était de la magie, ça, là. Hey, tu sais, Ben, c'était quand même plus magique que d'écrire avec un dactylo braille. Oui. C'est cool. Donc là, comment dire ça, je suis parti en informatique. C'est que ben, la session d'avant, là, j'étais au Cégep Antique. J'ai fait un an au cours du soir pour régler mes cours obligatoires. J'ai tout fait mes français, mes philos. OK. J'ai dû me libérer de ça pour me concentrer sur l'informatique. Sur justement les cours de concentration. Oui. OK. Donc, je suis parti avec cet équipement-là, qui était ce qu'on avait à l'époque. Puis c'était correct aussi, là, c'était DOS, c'était... Puis, mais en même temps, l'opportunité de commencer à donner des conférences en prévention du suicide est arrivée. OK. Et tout ça, là, il y a on est rendu début des années 90, là, il y a eu un gros revirement, là, de carrière et de tout. Puis ça, entre autres, c'est en cause de... C'était quoi le cours? Philo 4, comment il s'appelait? Éthique et politique, oui, je pense. éthique et politique. Bon, mais dans le cours, on jasait de l'euthanasie.
Parce qu'il y avait une fille à Québec, là, c'était Nancy quelque chose, Nancy B, ou je sais plus trop, là. Oui, oui, qui s'était battue, là, pour... Oui, oui. Puis là, ben, tu sais, est-ce qu'on la débranche ou non? Puis là, il y a une élève dans la classe, elle a dit, moi, je trouve ça dégueulasse ce qui se passe au niveau médical, parce que les médecins ne font que de la performance médicale. Quand un patient arrive, peu importe dans l'état où il est, ils le maintiennent en vie, peu importe ses séquelles. Mais cette personne-là, as-tu vraiment le goût de vivre avec ces séquelles-là? Mhm. Mais là, moi, alors de moi, là. Ah oui, je suis aveugle, puis je suis vivant, là. Je suis content d'être ici. Si c'était elle, mon médecin, je serais mort, là. Il m'aurait donné une piqûre. Donc, j'ai fait ma première conférence. C'était venu me chercher, puis là, je m'étais exprimé, puis quand je suis terminé, il n'y a plus personne qui parlait, là, quand j'ai terminé, le prof a dit, bon, mais je pense qu'on va prendre la pause maintenant. Tu sais, c'était ma première conférence. Puis, dans la même période, ben, il y a un réalisateur qui m'avait contacté pour tourner un documentaire sur le suicide chez les jeunes. Parce que le problème a toujours été là, puis très présent. Fait qu'en même temps, ben, j'avais ce tournage-là qui roulait, plus ce fameux cours de philo-là. Quand ça a passé à télé, à Télé-Québec, le film, ben, le documentaire, c'était Le spasme de vivre. Ben, les autres émissions ont suivi, là. J'étais à Montgrain-l'Orgeus, à Claire-Lamarche, bon, bien d'autres. Donc, un jeune qui parle du suicide, ben là, les écoles ont commencé à m'appeler. Fait que tout ce qui est conférence a commencé là aussi. Fait que là, je laissais tomber l'informatique. Ça m'intéressait moins. Puis je mettais mon énergie plus là de ce côté-là. Puis est-ce que l'informatique, je me rappelle pas trop à cette époque, mais je sais quand même par expérience que avec les adaptations qu'on avait, on était quand même tout le temps quelques pas derrière les voyants, là. Est-ce que c'était quand même réaliste pour toi de dire je vais réussir à suivre ces cours-là, puis c'était quoi un peu ta perception puis ton but? Non, ben à mesure que les cours avançaient, oui, j'ai réussi mes cours, mais je voyais un peu ce qui s'en venait. La limitation que oui, parce que entre autres, à Antique, il y avait un gros système, je me souviens plus du langage de programmation, là, c'était assez compliqué. Sur ce système-là, je pouvais pas fonctionner tout seul. Les adaptations marchaient pas. C'est ça, hein? Puis, fallait que toujours je fonctionne en équipe. Et nous, c'était tellement gros que c'était déjà prévu qu'on travaille en équipe. Puis, essayer de visualiser un programme de 5000 lignes, c'est dur, mais c'est un petit programme. 5000 lignes, c'est une section, c'est minime, là. Mais quand tu ne vois pas 5000 lignes, faut que tu l'aies dans ta tête, parce que tu peux pas l'avoir en braille, tu l'as pas sur le système parce qu'il n'y a pas d'adaptation possible. Tu peux pas le mémoriser, là. Là, je voyais là, que je m'en allais dans un mur. Je me dis, à un moment donné, ça sera pas possible de continuer là-dedans. Puis il avait l'opportunité où j'étais très demandé pour aller donner des conférences. Ça semblait plus une alternative. Ouais, ça s'est fait naturellement. Uh-huh. Oui. Ouais, c'est arrivé comme ça, puis c'est arrivé comme au bon moment. Là. Exact. OK. Donc, tu as fait beaucoup de conférences. Est-ce que tu racontais textuellement ce qui t'était arrivé dans le détail ou si c'était... Oui, mais ce qui était quand même spécial, c'est que j'avais beaucoup de questions. Je pouvais pas répondre à toutes les questions. Que tu n'avais pas encore trouvé toi-même les réponses. Voilà. Donc, ma thérapie, je la faisais là. C'était thérapeutique pour moi. En même temps, je sais que j'aidais des gens, mais je m'aidais moi aussi. Puis ça me faisait du bien de parler. Puis j'aimais me faire confronter. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens qui te confrontent à travers leurs questions? Oui, ou je pouvais pas leur répondre. Puis, mais ça te forçait comme un peu à chercher comme une piste de réponse. Oui, puis en même temps, j'ai commencé un certificat en intervention auprès des jeunes à l'Université de Montréal. Donc, je faisais mes cours d'intervention. Puis j'avais toujours un peu une optique où essayer de comprendre la problématique du suicide.
et l'intervention en général. Mais à mesure que j'avais des notions de ce côté-là, je connaissais aussi les préjugés rapport au suicide. Donc, je les alimentais, là. Je m'en servais aussi pour passer des messages. Fait que là, je commençais à aller au-delà de ma conférence, là. Oui, j'avais le vécu, puis il y a aussi des fois c'est l'intervenant qui parlait. C'était comme un peu un double... Une double... Mais j'étais à 2 niveaux. C'est ça, à 2 niveaux. Oui, oui. Ce qui est quand même pas le cas de tout le monde, là, parce que... Probablement pas. Mais je pense que c'est ce qui faisait ma force, puis que j'étais aussi en demande. Parce que ma conférence, elle est quand même très, très riche, là. Puis quand même le sentiment d'aider, puis de t'aider toi-même en même temps. Oui, oui. Puis je veux qu'on fasse la pause bientôt, parce que je pense que on va on va revenir tout le monde de nos émotions. Mais est-ce que maintenant c'est plus clair dans ta tête? Ah, c'est très clair. C'est très clair. Oui, oui. Puis est-ce que ça a été long avant d'atteindre comme ce niveau de clarté? Ben, oui, c'est très long. Très, très long. Mais, à un moment donné, on pense qu'on a atteint le niveau correct, là, je sais pas comment appeler ça. Puis, il se passe des fois une petite étincelle dans notre vie où, non, là, ça te fait réaliser que tu as encore évolué comme d'une autre coche. Là, tu te dis, hey, finalement, j'avais pas fini. Après ça, je rencontre quelqu'un, puis on me dit une phrase. Là, c'est comme, oh, ah ouais, je suis rendu là. Mais là, on est rendu en 2008-2009, où j'ai encore des petites étincelles de même, où je me rendais compte que j'avais pas encore fini. Puis probablement que je vais encore en avoir aujourd'hui des... Ben, en bout de ligne, on n'arrête pas d'évoluer, là. C'est ça, le travail sur soi est jamais fini, Exact. la compréhension est jamais... Parce qu'à un moment donné, on atteint aussi une zone de confort, où on pense qu'on a atteint comme, mettons, le bon niveau, parce qu'on est confortable dedans. En réalité, il nous reste encore des mille à faire, là. C'est ça, on le sait juste pas. C'est ça. On le réalise pas. Il y a beaucoup de zones de confort comme ça, où probablement qu'on en a besoin, parce que faut prendre probablement des pauses. On se parlait de la pause tantôt. Faire le lien. On a besoin de pauses, puis on les prend. C'est des zones de confort qui sont réconfortantes. Ouais, qu'on a besoin. Mais cette année, j'ai décidé qu'avant de prendre les pauses, je voulais quand même demander aux gens, puis on va revenir après la pause avec le reste de ton parcours en tant que non-voyant. Mais moi, je voulais savoir, Éric, c'est sûr que là, on change un peu de registre, là, mais c'est quoi ta passion dans la vie, toi? La musique. La musique? Oui. Est-ce que tu en joues, tu en écoutes, J'en ai joué. Mm-hmm. J'ai arrêté parce que j'ai problème de main. Oh, quand même. Ben, au secondaire, j'avais joué du saxophone puis de la bass. OK. Puis par après, je me suis racheté une bass, puis j'avais du plaisir à en jouer. Mais après 15 minutes, j'avais des crampes, puis je pouvais pas, là. Fait que j'ai arrêté. J'ai dit, bon, ben, continue à m'écouter. C'est que là, tu en écoutes plus que tu en joues. Ouais. Puis, tu sais, forcément, hein, la musique, c'est quand même une belle passion quand on voit pas. Hein, on peut se laisser transporter par la musique. Exactement. Alors, sur ces mots positifs, sur cette belle passion, on va prendre une petite pause de rien du tout. Et après la pause, ben, je sais que t'as quand même un parcours assez... t'as eu quand même beaucoup t'as fait des formations, tout ça. Tu vas nous en parler. Certainement. Parfait. Donc, on fait la pause. On revient tout de suite. Je sais, c'est une première de la saison. C'est émotif. Mais je tenais un petit peu à ce que ce soit comme ça. Et on revient tout de suite après la pause avec notre invité qui est Éric Sirois.
Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et bienvenue à la section pause de l'entrevue. Tout d'abord, je tiens à vous informer que désormais, je ne ferai plus d'annonces concernant les clubs de loisirs pour personnes handicapées visuelles et la raison en est fort simple. C'est que pendant l'été, nous avons eu l'idée de créer une section sur le site Internet dans laquelle vous allez avoir accès à toutes les coordonnées des clubs et même des associations dont nous allons parler dans les différentes émissions. Alors, il sera plus facile pour vous d'entrer en contact avec ces associations, de demander toutes les informations dont vous avez besoin, devenir membre. Et par la suite, les associations vous enverront les informations dont vous disposez et dont vous avez droit en tant que membre. Donc, on pense que ça risque d'être plus facile et pour nous et pour vous aussi d'avoir accès à ces informations que nous jugeons quand même très importantes. Donc, maintenant, la section va être consacrée à des sujets qui vont avoir été traités dans nos différentes émissions, souvent en lien avec la passion de l'invité. Tout d'abord, on va commencer ça aujourd'hui en parlant de la passion de notre invité qui est Éric Sirois, qui nous a dit que lui, c'était la musique. Et je sais aussi que dans le monde des handicapés visuels, ça va en rejoindre plus d'un. Donc, moi, ce que j'ai à dire à ce propos, c'est de vous parler d'une application qui est sur iPhone qui s'appelle Apple Music. Je sais que sûrement plusieurs doivent déjà la connaître, mais avez-vous déjà osé l'utiliser? Car moi, je l'ai utilisé, je l'utilise toujours, même si je m'étais toujours dit que je n'écouterais pas de musique avec mon iPhone, que je continuerais à utiliser mon Victor Stream, que j'adore, soit dit en passant. Mais je me suis laissé tenter et très honnêtement, je trouve que c'est génial car Apple Music va te proposer d'écouter d'autres chansons en lien avec nos goûts musicaux. Et des fois, c'est incroyable, je retrouve des chansons, des albums que j'écoutais dans mon enfance, que je savais même pas qu'ils étaient rendus en numérique et que j'ai accès directement avec mon iPhone. Donc, si ça vous tente, moi je vous dis, je vous conseille d'oser l'essayer et vous allez probablement faire comme moi, c'est-à-dire vous allez l'adopter. À notre prochaine émission, Catherine Hood. Bien qu'étant notre plus jeune invitée à ce jour, voici ce qu'elle pensait de l'informatique lorsqu'elle en a débuté l'apprentissage. Je te dirais que c'est pas quelque chose qui me passionnait vraiment, là. OK. J'aimais mieux plancher sur mon braille que taper sur un Ah oui? Ah oui. OK. Mais je trouvais ça plus important. Parce que, tu sais, dans ce temps-là, on avait très peu de documents électroniques, on avait très peu de mes livres en braille, mes choses en braille, puis ce que j'avais besoin, c'est comprendre l'abrégé le plus rapidement possible. Puis, OK. Parce que limite, tu sais, j'étais à Jacques Ouellette, là, on était à dactylo, là. Fait que c'était pas urgent, l'ordinateur, là. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Éric Sirois. Et avant la pause, on a parlé de différents trucs. Moi, j'aimerais ça qu'on reparte là. Tu me disais que tu as fait un bac qui était un cumul de certificats, c'est ça? Oui, exactement. Et c'est 3 certificats donc que tu as fait bac à bac, on pourrait dire. Oui. Pour faire un petit jeu de mots. Tu peux nous expliquer un peu c'était quoi, puis un peu comment ça s'est passé, puis qu'est-ce que tu en retires dans le fond? Oui, ben comme je disais tantôt, c'est que
j'étais en informatique au cégep, Oui. mais en même temps, je voyais ce qui s'en venait, qui était quasi pas impossible, mais en tout cas, ça aurait été dur l'informatique. Puis où les conférences, naturellement, je me dirigeais vers ça. C'est là que j'étais à l'université. Ils ouvraient le certificat intervention auprès des jeunes. Fait que j'ai vraiment fait partie de la première gang là, qui ont donné le certificat. OK, vraiment Oui, au tout début. oui, oui. OK. C'était nouveau, puis en même temps, ben moi, en tout cas, avec ce que j'avais vécu, je me dis, il est temps qu'on forme des intervenants jeunesse. Donc, j'ai fait le certificat. Puis pour aller dans le même sens, où moi, bon, j'avais, je dirais, moins de compétences ou de connaissances de ce niveau-là, j'ai fait un certificat en toxicomanie. Parce que, ben, je me disais que ben, les problèmes... Des fois, ils sont interreliés, de toute façon. Là. Puis la toxicomanie est souvent là avec d'autres problèmes. Mhm. Et, bon, pour compléter, ben, je donnais des conférences. Fait que j'ai fait intervention dans les groupes et organismes, qui est, à ce moment-là, il venait changer de nom, c'était le certificat en animation. OK. Mais je pense qu'ils l'ont plus centré au niveau de l'intervention, mais plus intervention de groupe ou thérapie de groupe. Fait que c'était les 3 certificats que j'ai fait en 5 ans, de 94 à 99. Puis, grosso modo, ça s'est bien passé? Est-ce que c'était... j'imagine qu'à chaque fois que tu commences un nouveau certificat, c'est comme un peu une nouvelle aventure. Là. C'est un peu... c'est des nouveaux professeurs, des nouveaux groupes. Ouais, ben, ce qu'il y a de particulier, c'est que je l'ai fait à l'Université de Montréal. OK. Il y a une grosse différence avec l'UQAM. C'est qu'à l'UQAM, si tu suis un certificat en psychologie, il est donné par la faculté de psychologie. OK. Donc, tu fais partie de la gang, c'est les mêmes profs que tu vois, tu es dans la faculté de psychologie. Tandis qu'à l'Université de Montréal, les certificats sont donnés par la faculté d'éducation permanente. Ah. Donc, t'as pas vraiment de gang, une faculté qui... T'as pas comme de groupe d'appartenance. Non, là, puis tes profs, ben, c'est souvent des chargés de cours, c'est... si tu suis un cours de psycho, ça peut être un prof qui vient de la faculté de psycho, puis peut-être pas aussi. C'est comme... Fait que la dynamique est pas pareille. Fait qu'à chaque cours que tu fais, tu vas voir le prof, puis tu recommences à zéro, là. OK. Tu te présentes, je suis non-voyant, je fonctionne de telle façon, pourriez-vous comme faire ça, faire ci, ou si vous avez donné des graphiques, c'est possible de les avoir d'avance, mais faire expliquer, bon, etc., là. À chaque cours, c'est à recommencer. Fait que c'était quand même beaucoup d'énergie, là, pour faire toute la mise en place, là. Oh oui, parce que des fois, t'as le prof où, ah oui, puis s'il y a de quoi, viens me voir, puis j'ai déjà eu des numéros personnels de prof. Tu m'appelles à la maison s'il y a de quoi. Puis tu peux avoir tout l'inverse, là, L'autre du prof qui, lui... T'expliques, là, puis il parle pas. Puis là, il dit, regarde, fais ce que tu veux, là. Moi, je donne mon cours. Il dit, je pars de là, OK. Ça que t'as vécu les deux. Oui, oui. Puis, ben, t'as l'entre-deux aussi, tu sais, qui est correct, qui fait, mais pas plus, mais il est correct, tu sais. Fait que c'est... Il y a eu des cours que j'ai adorés, il y en a d'autres que j'ai trouvé très longs. Mais bon. Et plus compliqué dans le fond, à réussir, là. Ben, c'est le contexte. C'est pas nécessairement parce que tu comprends pas la matière, mais c'est à t'es mal expliqué ou... T'as pas comme les ressources, t'as pas comme d'accommodement pour t'aider non plus à... Oh non, comme j'ai déjà même demandé une reprise d'examen parce que tu pouvais pas la faire. Je l'avais sur cassette audio. Puis j'avais, mettons, 10 concepts de psychologie, tu sais, A, B, C, alliés avec, mettons, 10 théories. Mais visuellement, tu sais, C'est facile. c'est 2 colonnes. Tu fais une Puis ligne. le monde, ils font des flèches, tu sais, le 1 va avec le 8, le 2. Ah oui. Mais t'as ça linéaire, de A à J, puis après ça, de 1 à 10. Play, rewind, fast forward. Non, tu peux pas, là. C'est un peu compliqué. Tu peux pas faire ça, là. Fait que là, j'ai eu quoi, genre 3 sur 20, ou regarde. Là, j'ai dit, c'est inacceptable, puis j'ai expliqué, puis j'ai été à la faculté. J'ai parlé à un doyen, il m'a envoyé chier. Il me raccroche. Là, est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais à l'université?
Tu sais, là, faut que tu te battes, là, c'est comme ça. Et c'est quoi qui donne le goût de se battre? Ben, moi, je m'étais fixé un objectif, je voulais un bac. Je voulais mon bac. Puis je l'avais commencé, j'avais aucune raison d'arrêter. Il dit, le pire qui va arriver, je vais couler le cours, puis je le referai. Puis là, t'as un C- sur ton bulletin, tu fais, ouais, ben c'est pas D. C'était ça. Et là, tu me disais que t'avais commencé à travailler pendant ce bac-là? Oui. Ben, il y avait un petit projet où ils ont fait un petit centre d'appel. Tu t'appelles pour ramasser les vêtements, pour... Oui. Bon, je me suis c'était quoi exactement, là, pour... tu sais, si t'as des vieux vêtements, ben, ils passent puis ils les ramassent, là. Tout le textile, là, c'est ça, là. Ouais. Fait que c'était un centre d'appel, puis on était comme quelques non-voyants, là. C'était un centre, là, genre travail adapté, là. OK. Ça devait être, je pense, avec le CEMO, là. C'était organisé avec le CEMO. Le CAMO, je pense, était là-dedans, en tout cas, au niveau de l'emploi, là. Mm-hmm. Fait que je travaillais là en même temps que je finissais mon bac. Fait que ça aidait financièrement. Tu sais, les bourses, oui, on en a, mais c'est pas nécessairement suffisant, là. Et là, tu me demandais pendant la pause si je voulais qu'on parle de couple, si je voulais qu'on parle... Et puis là, moi, j'ai dit, ben là, c'est toi qui décides de ça. Et là, tu disais que tu étais ouvert à en parler. Qu'est-ce que comment ça s'est passé pour toi? Ben, j'allais dire être en couple, mais c'est bête, là. Mais pour chercher une partenaire, est-ce que ça a été compliqué? Ben, oui et non, dans le sens où, mettons, si à soir, tu dis, ben moi, là, je veux sortir à soir, puis je vais aller cruiser, ben, bonne chance. Pas simple, ça, là. Parce que on est limité à, on voit pas les gens, on voit pas tout le non-verbal, c'est ça, c'est pas évident. Puis en même temps, ben si je me reporte dans mon cégep, là, 86, 87, j'étais au cégep du Vieux-Montréal, les non-voyants, les préjugés qu'il y avait à cette époque-là, puis aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Mais il y en avait beaucoup plus. Oui, ok, parce que j'étais là. On t'a pas vu de la même façon. Comme, je me souviens, bon, dans une émission de télé où on avait déjà dit, je dis on parce qu'elle était pas de moi, celle-là, mais je l'aimais, c'était on est asexué. À ce point-là? Ben, tu sais, au cégep, là, t'es dans une classe, le monde sont assis, puis le monde arrive, c'est progressivement, puis regarde le gars, regarde, quand le monde a des signes particuliers, regarde la fille, puis regarde l'aveugle. Excusez. Ben, regarde l'aveugle, c'est un gars ou une fille? Ah, c'est ça. OK, dans ce C'est sens-là. un aveugle. OK. Donc, puis là, ben, tu t'assois dans une classe où t'as pas accès aux gens nécessairement. Il y en a qui vont te regarder, vont te faire un saut, mais tu le sais pas. Tu le vois pas. T'as pas cette information-là. Donc, oui, ça peut être difficile de rencontrer. Sauf que, au cégep du Vieux, ben, je suis rentré dans la classe, puis une fille, elle dit, pauvre gars, elle regardait tout le tour il y avait presque plus de place, là, de libre. Elle dit, il sera pas où s'asseoir, là. Fait que, Elle t'a aidé? direct. Elle s'est levée, elle est venue me chercher. Elle dit, viens-t'en, elle dit, je vais t'aider. Elle dit, il y en a plus de place. Il dit, il en reste au moins une. Elle dit, ouais, à côté de moi. Cool. Ben, c'est quoi ton nom? Puis on jase, puis moi, je jasais, mais je suis visuel. Hey, viens-tu voir les initiations demain? C'est très drôle. Mais là, il est aveugle. Pourquoi qu'il vient voir les... Fait que, dans ma façon de parler, problème, je l'ai fasciné un petit peu. En tout cas, ça fait 30 ans de ça, c'est ce que je me souviens. Puis, c'est le même qu'on a appris à se connaître. Puis, on parle de 1987, où je l'ai rencontré. En 92, on se mariait. Puis en 99, on avait notre premier et notre seul garçon. Ben, c'est déjà quand même bien parce que t'as quand même l'expérience de la paternité. Oui. Puis là, tu dis en 99, ça veut dire que ton fils, il a 17 ans? Oui, 17 ans. Mm-hmm. Mais pour lui, son père a toujours été aveugle. Fait qu'il... Oui.
il s'en fout. Tu sais, il est habitué. Fait qu'il... Ça fait partie de sa vie. Puis, oui, il m'aide, il va m'aider, il va... Ou des fois, je vais me diriger dans... Non, non, papa, là, va pas là. Bouge pas. Va pas là. Bouge plus. Non, non, tu sais. Il sait, tu sais, il sait, il me voit fonctionner. Puis, il connaît mes limites. Donc, il est d'aide, mais quand il faut. Qui a vécu dès qu'il était en âge de comprendre, c'était comme ça, puis ça, Ouais, c'est ça. ouais. Mhm. Mais là, tu n'es plus avec la mère de ton garçon. Non, on est séparés. Vous êtes séparés, mais t'as quand même, je sais pas si j'ai le droit de le dire, en tout cas, t'as une nouvelle copine. Oui, OK. oui. Et cette copine-là, tu l'as certainement pas rencontrée dans une classe au cégep, là. Non, c'était au niveau des organismes communautaires. OK. On s'est croisés, tu sais, puis tu te vois, puis tu sais, une bonne amie. Puis Facebook, ben, fait bien des retrouvailles. Puis à un OK. moment donné, ben, on reprend contact. Puis elle est plus dans la région de Montréal, mais on commence à jaser au téléphone. Puis là, on est devenus de très bons amis. Puis à un moment donné, ben, c'est cette année, là, ça fait pas... fait quelques mois, on dit, ben, on essaye dessus. OK. Tu sais, on a une certaine proximité, on est bien ensemble, on partage les mêmes passions. Fait on essaye dessus. Fait que voilà, ça a commencé de même. Puis là aussi, je veux revenir un petit peu, faire comme une boucle, parce que c'est le fun des fois de faire des boucles. Hein. On apprend ça à la maternelle et tout et tout. Mais il y a pas si longtemps, tu as participé à une émission sur la dépression à Canal Vie, je Oui. crois. Oui. Et ça, pour toi, ça a été... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, comment t'as été comme recruté pour participer à cette émission-là? Ben, au départ, il faut comprendre que le réalisateur a déjà fait une émission sur la dépression chez les jeunes. OK. Puis j'étais dans cette émission-là. On était plusieurs. Puis L'émission que tu nous parlais plus tôt, là, à Télé-Québec? Non, une autre. OK, une autre. Une autre. OK. Puis, de cette émission-là, lui, il y avait 3 personnes qui ont retenu comme son attention. Puis il s'est dit, tant d'années après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ah, c'était comme une espèce de... Oui. Puis c'est là que les 3, ben, on refaisait une entrevue, puis ils mettaient des extraits de l'entrevue passée. OK. Fait que qu'est-ce qu'on disait en 99, puis cette année? C'est En 2017, ouais. Ouais. Donc, c'est sûr que ça pouvait... bon, on disait les mêmes choses, ça se tenait, mais tu voyais comme en même temps le cheminement des personnes. L'évolution. Puis un coup, cette émission-là était montée, il restait une section à faire. C'est qu'on nous a invités les 3 ensemble, avec l'animatrice, pour écouter l'émission. Puis avoir nos réactions là. Mais en même temps, nous, on se rencontrait pour la première fois, là, les 3. Fait que c'était particulier. De se rencontrer, parce qu'on avait fait une émission, là, comme 17 ans avant. Puis, d'écouter l'émission, puis quand tu t'entends parler, puis des fois, ça éveille des choses en dedans de toi, c'était spécial. Quand même. Hein? Ouais. Ouais. Fait que l'émission était bien faite. J'étais quand même content de l'avoir fait. Mais j'ai trouvé ça dur. De me remettre là-dedans, de refaire l'entrevue, tu sais, faisait quand même longtemps que j'avais pas fait d'entrevue, là. J'avais trouvé ça quand même assez difficile. C'était... ça te replongeait un peu dans une période un peu moins facile. Ouais, ben c'est de se remettre dedans, de recomprendre tout ça. Puis même, le réalisateur, tu m'avais dit telle affaire en 99 qui t'est arrivée. Aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'as à dire?
Je t'ai vraiment dit ça? Je m'en rappelais pas. Il y a des C'était choses... surprenant de... Il y a des choses que je me rappelais pas. OK. Tout simplement. Puis avant de terminer, parce qu'on va terminer, Ouais. on parlait de résilience. Ben, je vais faire le lien avec une autre émission que j'ai Oui. tournée, il me semble que c'est en 2009, là, si je me trompe pas dans les années, où on a voulu me parler de la résilience. Oui, j'étais intéressé, fait que la personne vient me rencontrer pour en discuter. Ben moi, c'est quoi la résilience? Tu sais, c'est là qu'elle m'a expliqué où j'ai réalisé que oui, j'étais là. Il t'arrive un malheur, s'en sortir, c'est une chose. Le comprendre, l'accepter, c'est une autre étape. Puis être capable de tourner ça en positif. Ça, c'est autre chose. Qui est pas facile. Toujours. Non, mais toutes mes conférences, on me l'a dit que j'ai sauvé des vies. Des fois, on me l'a dit directement. D'autres fois, par la bande. Comme un de mes frères, dans son milieu de travail, il est à contrat, il travaille beaucoup avec du monde différent. Puis, un moment donné, il travaille, un gars, il connaît pas beaucoup. Puis le gars, il dit, ouais, ton frère, il est aveugle? T'aimes pas nécessairement jaser avec des inconnus de ta famille ou de choses personnelles? De façon aussi directe. Là. Ouais. Pourquoi? Ben, tu y ressembles en... point. C'est OK. belle entrée en matière. Il dit, mais que tu y parles, tu y diras merci de ma part. Parce que s'il serait pas venu à mon école, je serais pas vivant aujourd'hui. Bon, il dit, OK, je vais y faire le message. on va pleurer encore. Fait que ces choses-là font que, ben, regarde, c'est pas facile ce que j'ai vécu. C'est vrai, je l'ai surmonté. Puis en plus, ben, j'ai été capable de m'en servir pour aider d'autres personnes. Ben, je pense que c'est ça la vie, de dire, ben, regarde, je vais faire avec. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire de tout ça? Ben, le premier but quand j'ai donné des conférences, c'est, j'ai fait une gaffe. Donc, si mon expérience peut servir à d'autres pour pas qu'elle fasse cette gaffe-là, ben, je vais le dire. Ça, c'était la première raison, là, pourquoi que j'ai fait des conférences. Servez-vous de mon expérience, là. Je vous le dis, là. Allez chercher de l'aide. Attendez pas que le monde vienne vous aider. Attendez pas que les gens viennent vous aider. Attendez pas qu'il soit trop tard. Mais regarde, on est non-voyant, là. On le sait, quand tu te promènes sur la rue, pis t'es totalement perdu, là. Mais tu t'en vas avec ta canne, excuse, là, mais t'as l'air d'un gars qui sait où ce qui s'en va. On n'est pas dans ta tête, pis on sait pas c'est quelle rue ici. Je traverse-tu, je tourne-tu, le monde n'est pas dans ta tête. T'as l'air d'un gars qui a l'air à savoir où ce qui s'en va. Si tu t'arrêtes pas, pis tu dis pas, j'ai besoin d'aide, on viendra pas t'aider. C'est vrai. Moi, j'ai déjà fait à la station Berry, là, sur l'heure de pointe. J'étais à tous mes lits, puis j'ai arrêté. J'ai besoin d'aide! Je quête pas! J'ai besoin d'aide! Tout de suite, quelqu'un est venu m'aider, puis j'ai pas été perdu plus que 15 secondes. Ben, moralement, c'est la même chose. Fait que quand on va pas, le monde, ils peuvent pas deviner. On a l'air d'aller bien. Tout le temps. Fait qu'il faut aller chercher l'aide. J'ai le goût qu'on termine là-dessus. Parce que c'est super beau. Puis je sais qu'on aurait sûrement pu parler de plein de choses, mais ça leur aurait fait une entrevue de 4 heures. Comme je pense la première fois qu'on a parlé du projet au téléphone, puis que toi aussi, Eric, tu m'as dit oui tout de suite. Aussitôt que je t'ai parlé du projet, tu as accepté d'embarquer. Puis ça aussi, je vais m'en souvenir. Ben, je trouve ça intéressant. Longtemps. Alors, c'est reparti la saison. Tout le monde à la maison. On va être encore là tous les vendredis avec une nouvelle émission, un nouvel invité. C'est grâce à vous, parce que vous nous écoutez, que l'émission est rendue quand même
connu un peu partout au Québec, puis je pense même un petit peu outre-mer aussi. Ça fait que c'est grâce à vous, c'est grâce à des gens comme Éric aussi qui acceptent de nous raconter des choses qui, à la base, paraissent dramatiques, mais comme Éric l'a lui-même dit, qu'on peut quand même réussir à transformer en positif puis aider les gens avec ça. Donc, merci beaucoup Éric encore une fois. Merci à toi aussi. Puis à la prochaine tout le monde pour une autre émission de Cognitif.